Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui bem cedo, aqui na borda do rio Garonne, no centro de Bordeaux, porque eu vou entrevistar um produtor aqui no centro, né? Porque ele tem um escritório aqui, não, tá? Ele faz o vinho dele aqui mesmo, viu? Espero que vocês gostem. Já sabe, se não é inscrito ainda no canal, meu nome é André, sou sommelier aqui em Bordeaux. Inscreva-se, não te custa nada, custa R$ 0 na verdade, e você ajuda bastante o canal Fenolé a continuar produzindo conteúdo como este. Vamos nessa! Uma manhã um pouco fria, mas é engraçado chegar numa vinícola sem passar por nenhuma vinha e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, vocês viram pelo caminho que a gente passa também por coisas bacanas, né? Passar pelo centro de Bordeaux, que é lindo, também não é lá tão ruim assim. Mas é engraçado chegar num local assim, considerando que geralmente você tem que pegar um carro, você vai ter que ir para um pouco mais longe da cidade para chegar e vai passar por várias vinhas até chegar lá no produtor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Chez du Port de la Ligne, que é como se chama aqui a vinícola. Eu estou aqui com Laurent Borde. Laurent, Bonjour. merci d'avoir me recevoir ici. Avec plaisir. C'est super, là je trouve ton projet qui est très très sympa et c'est pour ça que j'aimerais bien montrer au public brésilien qu'est-ce que tu fais là, les vins que tu fais, et j'aimerais bien que tu expliques un peu ton histoire. Ouais. Pourquoi tu as eu cette idée, comment tout a commencé? Donc moi c'est Laurent Borde. Ça fait 20 ans que je fais du vin sur Bordeaux. Enfin, j'ai fait 2 ans en Californie aussi, un peu la Nouvelle-Zélande. J'ai essayé de voyager un petit peu pour m'ouvrir l'esprit sur Cool. d'autres façons de faire le vin. J'ai décidé en 2017 de faire mon vin, arrêter de travailler pour d'autres personnes. C'était une bonne idée? C'était une très bonne idée pour trouver sa liberté Ouais. et une moins bonne idée pour avoir du temps dans sa vie privée. Ah, bien sûr. Ouais. On travaille beaucoup pour arriver à se mettre en place et arriver à faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc moi je viens d'une famille qui a du vin, qui a des vignes sur Bordeaux. Ma cousine, je ne voulais pas en fait prendre la place de son fils qui est en train de reprendre la propriété. Donc j'ai décidé de pouvoir jouer un petit peu avec leurs raisins, leur production de raisins, et aussi de pouvoir en acheter à côté pour créer ce projet. Donc maintenant, pour expliquer, pas de vigne à moi, j'achète que du raisin. J'ai vu ça en Californie. J'ai vu plein de camions avec des raisins qui arrivaient d'autres régions. Je me suis dit, c'est génial, la liberté que ça peut amener. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire en France? En fait, on avait le droit, sauf que c'est traditionnellement, ça ne se faisait pas. Ouais. Ensuite, j'ai vu en fait la mode de la bière arriver en France, de la bière artisanale arriver en France et rentrer dans les villes, faire des micro-brasseries dans des garages et pouvoir faire un bar juste à côté des cuves. Et j'ai vu la nouvelle génération aimer ça, venir s'amuser avec la bière, goûter des goûts. Et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, ils faisaient des étiquettes hyper fun, hyper colorées. Ils changeaient de style de bière, de recette tout le temps. Et les jeunes aimaient ça. Et je me suis dit, pourquoi nous n'avons pas le droit de faire ça avec le vin? Parce que ça reste très carré, très carré, très traditionnel, la même cuvée qui se répète de génération en génération. Je trouvais ça un peu triste, en fait, très endormi. Même si je respecte la tradition, je trouvais ce côté quand même, endormi, poussière. Donc j'ai pris le monde de la bière, j'ai pris le monde du vin et j'ai croisé tout ce que je pouvais. Donc grâce à l'achat de raisins un peu partout en France, ça me permet d'avoir plein de goûts, de style, l'acidité, le fruité, la texture qui viennent d'endroits différents et de mélanger tout ça pour amener donc des nouveaux goûts, des nouveaux styles, des nouveaux assemblages et en même temps
faire des cuvées qui changent chaque année, en édition limitée, comme dans la bière, pour avoir le droit d'aller chercher des nouveaux artistes chaque année, faire des nouvelles étiquettes et avoir vraiment une gamme hyper dynamique. Je parle comme un Brésilien, hein. Donc là, quand on arrive en France, on apprend tout ça. C'est l'histoire, c'est. Mais quand on va, par exemple, on essaye de goûter tes vins, c'est toujours une chose on sait pas quoi attendre. Exactement. Donc c'est très sympa d'avoir ces côtés-là aussi, et notamment à Bordeaux. Ouais. Parce que là, c'est vraiment l'endroit de l'aristocratie, l'endroit voilà, des grands châteaux. Toi, tu as travaillé dans un grand château aussi, non? Dans plusieurs, pendant 6 ans de ma vie. J'étais dans des premiers, j'ai fait des premiers crus classés. J'ai fait j'ai travaillé beaucoup à Pomerol, Saint-Émilion aussi. Donc, des grands châteaux entre 500 et 1000 euros la bouteille. Oui, j'ai fait ça pendant au moins 6 ans de ma vie, ouais. Okay. Après, pendant 5 ans, j'étais œnologue conseil sur des zones aussi prestigieuses à Bordeaux. Voilà, le monde des grands crus, ça a été 10 ans de ma vie. Okay. Au moins 10 ans de ma vie, ouais. Donc, puis j'ai rien contre ce monde-là. Oui. C'est juste que il faut me voir un peu comme j'aime bien comparer comme un chef cuisinier qui a fait ses armes dans des étoilés. Okay. Et qui après décide de faire son propre restaurant. C'est une très jolie comparaison. Ouais. Voilà. Je travaille de façon hyper traditionnelle. Il y a tous mes rouges sont en barrique, en élevage barrique. Tous mes blancs sont quasiment à 80% faits en barrique. Donc il y a toute l'expertise du travail traditionnel que j'ai appris pendant tout. Exactement. Et après l'assemblage, tout le travail d'assemblage, c'est Bordeaux. Bordeaux est une des premières régions au monde à faire de l'assemblage. La Bourgogne, en comparaison, oui. On parle d'un lieu, on parle d'une parcelle, d'une identité d'une parcelle et d'un terroir. Bordeaux, on parle d'assemblage. Champagne, on parle d'assemblage. Donc j'avais envie de respecter aussi cette tradition-là. Dans mes vins et pas faire des monocépages. L'assemblage pour moi est hyper intéressant puisqu'on rééquilibre tous les vins, tous les cépages selon les millésimes, selon les années qui ont été avec beaucoup de pluie ou beaucoup de soleil. Quand il y a trop de soleil, il n'y a plus assez d'acidité. Il faut aller chercher l'acidité quelque part pour rééquilibrer. Sinon c'est lourd, c'est fatigant. S'il y a eu trop de pluie, il n'y a pas assez de maturité. Et il y a trop d'acidité et c'est difficile à boire. Il faut rééquilibrer. Tu fais tout ça avec l'assemblage. Tu fais un vin le plus naturel possible. On dirait. Donc, un minimum intervention. Exactement. Parce que là, on pourrait quand même corriger tout ça avec des produits chimiques, hein, avec des choses. On pourrait tout faire avec les produits chimiques. Ouais, c'est ça. Pendant 5 ans de ma vie. Qu'est-ce que tu penses de ça là, voilà. Pendant 5 ans de ma vie, j'étais Monsieur Problème. J'étais appelé quand une cuve était ratée, était mauvaise. Il fallait que j'arrive à la réparer pour la vendre. Il y a toujours des solutions et ça fait peur. Ça fait peur de pouvoir sauver n'importe quelle cuve. Alors c'est bien pour le producteur, mais ça fait peur d'arriver à avoir toutes ces solutions. Donc je travaille tout avec les levures naturelles du raisin, les levures qui vivent naturellement sur les raisins. On les aide à se lancer et à faire fermenter le vin derrière. On travaille beaucoup en barrique avec les lits, donc c'est les dépôts au fond des barriques qui permettent d'aider toutes ces levures à se nourrir, à vivre, à stabiliser le vin naturellement. J'aimerais bien savoir quand même quelle est ton opinion, parce que le bois, il est un moyen de contamination assez important là. Oui, on passe 3/4 de notre temps à nettoyer, que ce soit les barriques ou tout le matériel, on désinfecte tout le temps énormément. Et ensuite, il faut des bonnes barriques. Je les achète toutes d'occasion. Elles ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais que dans des grands châteaux qui ont tous les moyens de bien travailler, les moyens humains, donc beaucoup de personnel et les machines qui permettent de bien les nettoyer. Et ça, pour moi, c'est des belles occasions parce qu'elles sont propres et elles n'aromatisent plus. Elle est là pour clarifier le vin facilement puisqu'elle n'est pas très haute, donc tous les dépôts tombent rapidement et stabiliser aussi le vin puisque sur cet élevage sur les lits, ça permet pendant l'hiver, ça permet au vin de devenir fort, de gros dépôts du moins dans les bouteilles et je n'ai pas besoin d'utiliser des produits pour clarifier et je n'ai pas besoin de filtrer derrière. Donc je respecte au maximum le jus de raisin que j'ai fait fermenter
et Oui. que j'essaye d'emprisonner dans une bouteille pour le donner aux gens qui vont le boire. Pour ça, il faut voir un joli raisin. Il faut avoir un joli raisin, tout en bio au maximum, voire biodynamique, Ouais, c'est ça pour que avoir j'aimais quelque bien. chose un raisin puissant, un raisin vivant, avec des levures dessus qui se sentent bien parce que c'est elles qui vont faire une bonne fermentation derrière. Il faut déjà partir de cette base correcte et après, nous derrière, on amène doucement. Comme un chef cuisinier qui va aller chez le maraîcher, qui va aller dans le jardin, qui va choisir les bonnes tomates, les bons légumes. Et derrière, si c'est un bon cuisinier, il va pas besoin d'avoir trop de travail à faire. Ouais, Le goût ouais. brut du produit est déjà génial. Comment tu vois la question du soufre? Donc la question du soufre, elle est assez intéressante parce que ça a été une super avancée pour le monde du vin quand on a découvert ce conservateur. C'est un Ouais. conservateur. Naturel quand même. Et Oui alors et non, ça dépend. Ouais. à la base, il a été naturel il venait des volcans. On allait le récolter dans les volcans. Après, ou dans des mines. On a su le travailler, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'il vient aussi à 90% du monde de la pétrochimie. Ok. Donc, il est Ça, transformé je en savais pas. usine à partir de travail chimie, pétrochimie, etc. C'est moins bon, c'est déjà moins bon. Oui. Il a aidé le monde du vin et de l'agroalimentaire, puisque dans la moutarde, par exemple, il y a énormément de soufre. Ouais. Il y a énormément d'aliments où le soufre est utilisé en tant que conservateur. Pas dans des petites doses quand même. Hein, Et par pas dans exemple. les petites doses, Ouais. non, Ouais. c'est énorme. Donc on le consomme beaucoup. Et le problème, c'est que notre corps, il n'est pas adapté à le consommer beaucoup. C'est pas logique. Donc il a aidé le vin à ne moins partir au vinaigre, à mieux maîtriser en fait le processus, à la conservation. Sauf qu'après, on est parti dans l'excès où moindre souci ou moindre peur, on rajoute du soufre, c'est bon, on est tranquille. Donc on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté. Au bout d'un moment, on arrive à un niveau où c'est trop, c'est beaucoup trop. Moi, tous mes vins, je ne dépasse pas 30 mg. C'est considéré comme naturel quand même. C'est considéré, Ouais. accepté comme naturel. Mais c'est vraiment très peu. Hein. C'est 30 vraiment mg, très c'est peu. vraiment très peu. C'est C'est juste, plutôt avant de la mise. c'est avant la mise en bouteille Ok. parce que le plus compliqué, c'est que il faut voir que les bouteilles sont remplies d'oxygène. Le vin arrive et prend énormément d'oxygène d'un coup dans ces Ouais. bouteilles. C'est hyper traumatisant. Donc, on va l'aider à supporter ce choc. Et Ouais. après, le transport, on fait de l'exportation, etc., pour que dans les camions, et que le client final ne dise pas ouaf, le vin qu'il fait, il est moyen. Donc, on aide un petit peu ça, et puis c'est fini. 2, 3, 4 mois après, dans la bouteille, on a 20 milligrammes. 20 milligrammes, c'est presque ce qui peut se retrouver naturellement dans le vin, puisqu'il y a une partie, Ouais. il ne faut pas oublier, on peut l'entendre, le vin sans soufre n'existe pas, puisque les levures qui fermentent produisent légèrement un petit Un peu de peu. soufre. Donc il est. Allez, Voilà. 10 milligrammes dans une Ouais. bonne fermentation. Et moi, j'ai rajouté 10 milligrammes. Allez, on est à 20 milligrammes. Ouais, C'est ça, c'est homéopathique. Ouais, Si ouais. on peut comparer. Ah, Si de tu faire fais du ça. 100%, ça veut dire qu'il y a un côté excessif aussi. Quand on part dans un excès d'une tendance, ça crée toujours des erreurs. Oui, c'est le but idéal, mais ne pas non plus aller trop loin. Et au bout d'un moment, c'est de la connerie. Ouais. Voilà. Bon, on parle des raisins que tu achètes. Quelles sont plutôt les raisons? Si tu Alors, pars un peu partout ouais. en France. Donc, je travaille sur 10 régions différentes en France. J'ai commencé donc avec ma famille et mes amis viticulteurs que j'aime beaucoup, qui m'ont aidé à me lancer, à me vendre un petit peu de raisins. Et petit à petit, j'ai continué en me disant, en cherchant la variété de raisins que j'aime, dans un terroir qui me plaît, avec un climat adapté aussi qui me plaît. Donc, et la personne qui fait tout ça, qui me plaise aussi. Puisque quand on travaille, c'est cette personne, moi je ne peux pas décider du jour de la récolte, et alors que c'est très 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 important. Ouais. Donc je veux que cette personne ait envie de ramasser ce raisin pour moi, autant que si il allait faire son vin avec. Donc essayer de trouver la meilleure date, le meilleur moment, trouver la bonne solution. Et aussi parce que je vais vendanger tout avec lui, avec ces personnes. Ah, ok. Ok. Donc c'est beaucoup de route, beaucoup de fatigue. Donc si j'aime pas la personne,
Ah ouais. c'est pas agréable. Donner de l'argent à des gens que tu n'aimes pas, Ouais, ouais. c'est très compliqué Oui, aussi. oui. Les vents, ça représente la personne. Ouais, C'est pour ça. Donc, si tu n'aimes pas la personne, tu vas pas forcément aimer les ouais, vents. c'est ça. Donc après, je prends des cépages connus Ouais. que j'apprécie et que les gens comprennent et connaissent. Et j'essaye aussi d'avoir des cépages un peu inconnus que j'amène aussi dans tout ça pour faire découvrir. Je m'amuse à aller chercher dans des régions, dans des appellations moins connues. Donc je vais à Gaillac, à côté de Toulouse, et je ramasse du loin de l'œil, inconnu. Ouais, Je totalement. vais à Ouais. Fronton, à côté de Toulouse aussi, et je ramasse de la négrette. Il y a une appellation en France Oui. qui ont ce cépage, c'est Fronton. Fronton, moi. Ok. J'ai été en Anjou, j'ai ramassé du Pinot Donis. C'est un peu Ouais. connu, ça existe, mais C'est encore. Mais tu vois ça que les c'est un gens peu rare. commencent à replanter un peu plus ou non? Oui, oui, doucement, pour avoir de la diversité de goût. C'est ça Ouais. qui est important. Ouais. On a homogénéisé les appellations pour aller répondre à des marchés, à des gros marchés pendant des années. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on fait tout. Il y a beaucoup de zones qui font les vins copier-coller des voisins qui n'ont plus aucune identité. Et ces gros marchés diminuent. Donc, Ouais. ils cherchent d'autres marchés plus petits. Et en fait, ils n'ont aucune identité, ces gens. Donc, la recherche de son identité, je ne fais pas comme le voisin. Si tu peux citer quelqu'un que tu penses que ce sont des vignerons qui tu suivres, j'imagine que tu as quand même quelques Alors, références. que je respecte beaucoup, notamment la région du Jura qui explose en ce moment. Ouais. Ouais. Tu peux pas, dans les salons de vin, tu ne peux pas t'approcher des stands, il y a trop de monde C'est qui veulent exactement. déguster. Je cite Ganeva pour le plus connu. Ganeva, c'est le moindre personne de la restauration, enfin, du monde du vin, de la restauration qui le croise, veut lui dire bonjour. On parle du Jura. Mhm. Je sais pas, mais peut-être 10 ans avant, on pourrait acheter du Jura par 20 balles. Ah ouais, Aujourd'hui, du oui, oui. Jura, c'est. Ça valait rien du tout. Plus Ouais, personne ne voulait du Jura. On se dit, c'est un vieux vignoble, ils ont des façons de travailler qui sont vieilles, etc. Et puis il y a une nouvelle génération qui a dit, ben, moi je vais changer la façon de faire, je respecte la tradition, je continue à en produire un tout petit peu, oui. mais je vais utiliser tout le raisin pour faire autre chose, voir des choses différentes. Et tout le monde a fait, C'est un joli terroir, quand même. génial. Et c'est un super Super terroir. terroir, ouais, c'est ça. C'est un super terroir. Et Et qui a été très préservé de l'industrie moderne du vin, puisque ils étaient très loin dans la montagne et il n'y avait pas beaucoup de ils étaient cachés production quand même. cachée. Donc, c'était Ouais, pas intéressant pour aller faire du business. ouais, Donc, on ouais, les a laissés, oh, le Jura, c'est des Gaulois, c'est les vieux de la France, ouais. on s'en fout. Et en fait, ils ont été préservés de l'industrie moderne. Et quand la tendance des vins plus propres et plus sains est arrivée, ben eux, ils ont fait, ben nous, on n'a jamais rien changé, on fait comme Ouais, avant. c'est ça. Et tout le monde a fait waouh! Ouais, c'est Et ça. maintenant, c'est des stars. Ouais, ça Et on devient. achète des bouteilles à 300, Ouais, c'est ça. euros et C'est ça que sur j'aimerais arriver. Internet, et c'est de la folie. Le Beaujolais, c'est la même chose. C'était devenu très industriel, une image de Beaujolais nouveau, de vin sans couleur, avec des goûts artificiels. Le Beaujolais est tombé. Le Beaujolais a mis Exactement. 10, 15 ans à se refaire. Et là, il y a des jeunes qui sont arrivés avec des façons de voir les choses différemment, de travailler différemment. Et maintenant, chaque jeune qui s'installe dans le Beaujolais, 2 ans après, c'est une star à Paris. Et ils n'ont jamais Ouais. assez de bouteilles pour vendre tout ce qu'on demande. Et c'est génial. Tant Ouais, mieux, ouais, ouais, tant ouais. mieux, C'est tant vrai, mieux, tant c'est mieux. vrai. La Ouais. région revit. Tu penses que ça va arriver avec Bordeaux aussi? Ça va arriver avec Bordeaux. Mais Je sais le pas. problème de Bordeaux, allez, quand on compare Jura, Beaujolais, Bourgogne, on parle de 30 ou 40 000, 50 000 hectares maximum. Oui, max, gros max, ouais. C'est ça. Bordeaux, on parle de 120 000 hectares. Ouais. Donc en fait, c'est une locomotive ou on va dire un gros bateau qui met du temps à bouger, c'est beaucoup plus long. Il va falloir continuer à arracher un petit peu de vignes, laisser partir gentiment à la retraite des gens qui ont fini. C'est plus le moment de se renouveler. Quand il nous reste 5 ans de travail, on sait faire ce qu'on sait faire depuis 30, 40 ans. Il faut juste finir son cycle, laisser la place aux jeunes d'arriver. Et nous,
essayer de pouvoir replanter peut-être une diversité de cépages adaptés au nouveau climat qui change, ouais, qui etc. change, ouais, ouais. Et le goût du consommateur qui a changé, qui ne veulent pas les mêmes vins qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Mais c'est long, c'est très long. Par rapport à la société qui va très vite, le monde du vin, on fait du vin, il faut 2 ans pour faire une bouteille de vin. Donc, du moment où la vigne, elle pousse, elle produit son raisin, on le ramasse, on fait le vin et on le met en bouteille et on attend et il est prêt à boire, on va dire 2 ans à peu près. Ouais. C'est long Oui, c'est très long. par rapport à une société et les réseaux sociaux qui veulent aller vite, les tendances qui montent, qui se défont. C'est très dur. Ouais. C'est très dur. Ouais. La grosse majorité, c'est vraiment vin de France. Hein. À l'époque, le vin de France, c'était le vin pour finir tous les fonds de cuve qu'on n'arrivait pas à vendre, tout mélanger et faire les bouteilles à 2 euros pour le supermarché, pour simplifier. Oui, oui. Maintenant, les vins de France sont devenus les vins où on a de la liberté de créer des goûts différents, qui rentrent pas dans des cahiers des charges d'appellation. Tu as quand même des cuvées qui sont Bordeaux, par exemple. Tu essayes de mettre un peu l'appellation en avant aussi. Oui, j'essaye il y a le marché qui demande de l'appellation, donc j'ai fait garder, et puis je suis pas du tout anti-Bordeaux, donc je fais la moitié de ma gamme, c'est 100% raisin de Bordeaux, mais avec des goûts avec des assemblages et des goûts tellement différents que je préfère, je n'ai pas le choix que de les mettre en vin de France. Ça, par exemple, c'est un pétillant naturel, 100% Merlot de Bordeaux. Mais ça n'existe pas en appellation. Ça n'existait pas en appellation. Ouais. Donc, c'est du vin de France. Et je trouve ça hyper chouette, hyper intéressant d'essayer. Oui, bien sûr. Quelle était ta plus belle émotion avec une bouteille de vin? Je sais pas, parce que mon palais a changé. Donc, j'ai eu des émotions quand j'étais jeune et que je découvrais le vin, que je n'aurais peut-être plus maintenant. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que des très vieux millésimes de Bordeaux m'ont amené très loin dans mon plaisir. Je suis un grand passionné de Rayas. Qui me donne toujours des énormes émotions. Des Grands Bourgognes aussi. J'ai eu la chance d'être à un moment donné dans ma vie formé dans des endroits où j'ai eu accès à goûter des très vieux millésimes très bien conservés. J'ai pu goûter des 1875, des 1910, des choses qui étaient bons. C'était parfaitement buvable. Ça, c'est dingue. Très particulier à goûter. Il faut pas chercher les codes du vin qu'on connaît habituel. Faut se laisser porter par ces aromatiques, ces textures en bouche qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaît. Ça peut ne pas plaire. Ouais, c'est vrai. C'est pas un problème. Ça peut ne pas plaire. C'est particulier. Mais quand on te l'apprend que tu prends le temps de le comprendre et de goûter plusieurs fois des choses, ça peut être assez incroyable. Toi, il faut être un peu habitué déjà pour qu'on puisse guidé par quelqu'un qui connaît. Tu peux pas être tout seul et faire qu'on te l'explique. Et c'est surtout avoir les bouteilles qui ont été bien conservées. C'est des vins très fragiles. Donc, les plus belles émotions, pour moi, ont été les bouteilles qui n'ont jamais quitté les châteaux. Et là, ça s'explique un peu. Et là, c'est un peu l'énergie aussi, c'est tout ça. L'énergie du lieu, bien sûr, etc. Mais c'est surtout qu'elle n'a quasiment pas voyagé, donc elle est juste parfaitement conservée. Pourquoi les noms léchés du port de la Lune? Eh oui, léchés du port de la Lune. Donc, je voulais donc produire du vin dans la ville. Donc, je voulais un nom qui parle de production et aussi de l'identité de Bordeaux. Le chai, c'est là l'endroit où on fait du vin, où on fait le vin, et port de la Lune, c'est le surnom de Bordeaux depuis au moins 200 ans, puisque la rivière fait un croissant de lune dans la ville, qui était un port qui a été très puissant. Et ça fait 200 ans depuis la période de coloniale que Bordeaux est surnommé port de la Lune. Et là, on est vraiment dans un chai historique qui a été utilisé par des négociants de Bordeaux qui faisaient la vente et aussi la mise en bouteille et même la vinification des fois. Hein. Non, c'était juste l'élevage en barrique. Le levage en barrique, c'était fait là. Ça a changé en fait, ça fait pas très longtemps. C'était dans les années... Aux années 50. Ça s'est arrêté dans les années 50. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout le vin était produit, fermenté dans les châteaux, mis en barrique
et puis transporté de suite dans le quartier des Chartrons de Bordeaux, dans des bâtiments comme celui-ci, élevé en barrique. En attendant, en fait, on gardait le vin en barrique puisque c'était un outil de transport et pour pouvoir déplacer le vin facilement, puisqu'il n'y avait pas de pompe. Tout était compliqué. Les pompes étaient pas puissantes, etc. Elles étaient manuelles. Donc, on gardait en barrique. Comme ça, on pouvait bouger les barriques, les faire rouler pour les amener sur les bateaux et les vendre partout dans le monde. Donc, ce bâtiment a été créé pour travailler de la barrique. Ouais, c'est ça que c'est très chouette parce que tu fais des vins qui sont très modernes, qui sont très différents, c'est tout ça qui bouge, mais il y en a quand même une très jolie histoire et la tradition. En fait, tu relances une tradition presque. J'ai réouvert des tunnels vides depuis 60 ans pour remettre des barriques et faire revivre ce lieu qui était parfait pour faire du vin. Bon, j'espère vraiment là que tu peux continuer à faire pas mal des vins là, comme tu fais déjà. Tu as plusieurs options, ça c'est très chouette. Ouais, je fais 12 cuvées chaque année. La moitié se répète chaque année pour avoir des vins qu'on peut retrouver. Et l'autre moitié sont des cuvées en édition limitée. J'ai fait un assemblage, je trouve un artiste, je crée cette cuvée, je la vends et je passe à autre chose l'année suivante. Donc, il y a plein de choses, plein d'assemblages, plein de textures en bouche qui évoluent d'année en année. Dis franchement, merci. C'était un joli échange. Bon, franchement, félicitations por ton projet. Se vocês um dia puderem vir e, enfim, conhecerem, são vinhos super fáceis de reconhecer, porque são etiquetas super diferentes, super bonitas, na verdade. Espero que vocês tenham gostado. Comment on dit merci en portugais? Obrigado. Obrigado. Merci. Bom, até a próxima e santé.